Jours après que j'ai enterré mon mari, montrant du doigt le plafond, les murs, le sol sous ses chaussures, et me disant qu'elle prenait tout, la maison, le cabinet d'avocat de Julien, chaque compte bancaire, chaque actif jusqu'au dernier euro. Tout, Camille, sauf notre fille de 4 ans, Léa, car, et je n'oublierai jamais avec quelle désinvolture elle l'a dit, elle n'avait pas signé pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Mon nom est Camille Lefebvre. J'ai 31 ans et jusqu'à récemment, je vivais à Villeurbanne, une ville dynamique juste à côté de Lyon. Le genre d'endroit où les gens se saluent depuis leur balcon et savent toujours d'une manière ou d'une autre ce que vous avez payé pour votre appartement. J'ai épousé Julien Lefebvre quand j'avais 24 ans. Il était l'avocat spécialisé en dommages corporels et avait monté son propre cabinet à partir de rien. Enfin, à partir d'un prêt de 185 000 € de sa mère et d'environ 6 000 heures de sa propre sueur. Il a commencé dans un minuscule bureau loué au-dessus d'un magasin de bricolage sur l'avenue Jean Jaurès. Le genre de bureau où l'on entendait quelqu'un choisir des échantillons de parquet à travers le sol chaque fois qu'un client s'asseyait pour une consultation. En 5 ans, il avait déménagé dans une véritable suite de bureaux, embauché une petite équipe et facturait plus de 600 000 € par an. Lefebvre et associés. Son nom était sur la porte et sa mère ne laissait jamais personne oublier qui avait payé pour cette porte. Julien est mort un jeudi soir, le 6 mars. Arrêt cardiaque. Ils l'ont trouvé à son bureau, la main encore sur sa tasse de café. Il avait 36 ans. J'ai reçu l'appel alors que je donnais le bain à Léa. J'ai conduit jusqu'au bureau avec les manches mouillées retroussées jusqu'au coude et du savon encore sous les ongles. Au moment où je suis arrivée, les pompiers avaient déjà arrêté d'essayer. L'enterrement a eu lieu le mercredi suivant. Claire portait des lunettes de soleil Chanel noires à l'intérieur, le genre qui couvre la moitié du visage pour qu'on ne puisse pas savoir si la personne pleure réellement ou joue simplement le deuil pour un public. Bastien, le frère cadet de Julien, se tenait à côté d'elle, ressemblant à un gamin attendant le directeur. Il avait 29 ans, n'avait jamais gardé un emploi plus de 5 mois et vivait dans la dépendance de Claire à Écully, où ses principales responsabilités étaient de dormir jusqu'à midi et de commander des choses sur Internet avec la carte de crédit de sa mère. Vous devez comprendre quelque chose à propos de Claire. Ce n'était pas une vieille femme impuissante. Elle avait possédé 4 pressings à travers la région lyonnaise. Elle les avait développés elle-même après son divorce avec le père de Julien. Elle connaissait les affaires. Elle connaissait les chiffres. Ou du moins elle le pensait. Le monde du pressing repose sur des mathématiques simples. Les vêtements arrivent sales. Les vêtements sortent propres. L'argent va dans la caisse. Elle appliquait cette même logique à tout, y compris à un cabinet d'avocats où elle n'avait jamais mis les pieds professionnellement. Pour Claire, le cabinet de Julien n'était qu'un autre magasin, sauf qu'au lieu de repasser des chemises, on traitait des procès, et au lieu des pièces dans la machine, on avait 600 000 € par an qui défilaient dans les livres de compte. Elle m'avait aussi traité dès le tout premier repas de famille comme une gêne temporaire dont Julien finirait par se lasser. J'étais secrétaire juridique quand nous nous sommes rencontrés. Pas glamour, pas riche, pas de la bonne famille. Claire m'a un jour présentée à ses amis comme la première femme de Julien alors que Julien et moi étions encore très mariés et debout juste là. Alors, quand elle s'est présentée dans ma cuisine ce lundi matin, 11 jours après les funérailles, je n'aurais pas dû être surprise, mais le deuil ralentit vos réflexes. Cela vous rend lent. Vous restez là à encaisser des coups que vous verriez normalement venir de l'autre bout de la pièce. Claire est entrée vêtue d'un blazer gris. Elle s'était réellement habillée pour l'occasion, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Bastien la suivait avec un maître ruban. Un vrai maître ruban. Pendant que Claire se tenait devant mon îlot de cuisine, expliquant qu'elle récupérait ce que son investissement avait bâti, Bastien errait dans la chambre d'amis et commençait à mesurer le placard. Je pouvais entendre le maître cliquer et claquer depuis la cuisine. Je me souviens avoir pensé ce qu'il possède même qui pourrait remplir un placard. L'objet le plus précieux de cet homme était une chaise de gamer. Claire a exposé ses arguments comme si elle faisait une présentation de conseil d'administration. Le cabinet a été construit avec son argent, tout comme l'apport pour la maison. Elle nous avait donné 30 000 € il y a 7 ans et elle n'avait pas cessé de le mentionner depuis. Dans son esprit,
elle était copropriétaire de tout ce que Julien avait touché. Et maintenant que Julien était parti, elle voulait récupérer son investissement avec les intérêts. La seule chose qu'elle ne voulait pas était Léa. Elle l'a dit si naturellement, comme si elle refusait un accompagnement au restaurant. Non merci, pas l'enfant. Juste les actifs, s'il vous plaît. Je suis restée là à tenir une tasse de café devenue froide depuis 20 minutes et je n'ai rien dit. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que mon cerveau ne pouvait pas traiter la perte de mon mari et le fait d'être volé au cours du même mois. 2 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée. Maître Axel Mercier, avocat. Claire avait déposé une contestation formelle du testament de Julien et une créance contre sa succession pour son prêt de 185 000 €. Ce n'était plus une discussion de cuisine. C'était une attaque juridique et elle l'avait lancée avant même que les fleurs de Julien ne se fanent sur sa tombe. Claire était passée des menaces de cuisine au dépôt au tribunal en 48 heures, et je dormais encore dans un lit qui sentait le parfum de mon mari défunt, essayant de comprendre comment expliquer à une enfant de 4 ans pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. Axel Mercier n'était pas un amateur. Il a déposé la contestation du testament sur des bases assez solides, arguant que le prêt de Claire constituait un investissement dans le cabinet, lui donnant un droit sur sa valeur. Il a également déposé une créance séparée pour le prêt lui-même. 2 fronts juridiques à la fois. Claire dépensait 350 € de l'heure pour cet homme et elle voulait des résultats rapides. Mais Claire ne se contentait pas d'attendre le système judiciaire. Elle a décidé de commencer à gérer son nouvel empire immédiatement. La semaine suivant le dépôt, elle s'est rendue au cabinet de Julien, Lefebvre et Associés, au 2e étage d'un immeuble de la rue de la République, est entrée comme si elle était la propriétaire et a commencé à se présenter au personnel. Il n'y avait que 4 employés, 2 Claire, une réceptionniste et Gisèle Bernard, la comptable, qui était avec Julien depuis 6 ans. Claire leur a dit à tous qu'elle assumait la surveillance des opérations et que des changements arrivaient. Elle a dit à Gisèle d'imprimer les rapports de revenus du cabinet pour les 3 dernières années. Gisèle les a imprimés. Claire a regardé le chiffre d'affaires, 620 000 € de facturation annuelle, a hoché la tête comme si elle venait de confirmer ce qu'elle savait déjà et est partie. Elle n'a jamais demandé les rapports de dépenses. Elle n'a jamais posé de questions sur les dettes. Elle n'a jamais ouvert un seul dossier qui ne portait pas l'étiquette revenu. C'est comme consulter son solde bancaire mais ne regarder que les dépôts et décider que l'on est millionnaire. Ensuite, elle a commencé à appeler les clients de Julien. Un par un, elle a retrouvé leur numéro et a appelé pour se présenter comme la personne qui superviserait la transition. Elle n'avait aucune autorité légale pour faire cela. Elle n'avait pas de diplôme d'avocat. Elle ne savait même pas ce que la moitié des dossiers de Julien impliquaient. Mais Claire croyait que la confiance était la même chose que la compétence. Et elle avait de la confiance à revendre. La plupart des clients de Julien, naturellement alarmés par un appel téléphonique de la mère de leur avocat décédé, ont transféré leur dossier vers d'autres cabinets en quelques jours. Claire détruisait systématiquement la source de revenus de l'entreprise même pour laquelle elle se battait. C'était comme regarder quelqu'un mettre le feu à une maison tout en se disputant avec la compagnie d'assurance sur la valeur de la maison. Puis Bastien est arrivé. Une semaine après la visite de Claire au bureau, Bastien s'est garé devant ma maison dans le Renault Espace de Claire avec 2 sacs de sport, une console de jeux et un grand sac de chips au barbecue. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée et a annoncé qu'il emménageait dans la chambre d'amis parce que maman avait dit que c'était pratiquement à nous maintenant. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas apporté de drap, d'oreiller ou un seul vêtement professionnel. Il avait apporté une console et des collations. Je lui ai dit de partir. Il a refusé. J'ai appelé la police. 2 agents sont arrivés, ont confirmé que la maison était au nom de Julien, que j'étais l'épouse survivante et ont escorté Bastien jusqu'à la voiture. Il a laissé les chips sur mon Porsche, je les ai jetés. Ce soir-là, Claire m'a appelé. Sa voix a atteint un aigu que je ne savais pas que des cordes vocales humaines pouvaient produire. Quelque part entre une alarme incendie et une chanteuse d'opéra se préparant pour une scène de mort, elle m'a dit que j'étais sans cœur, cruelle, et que Julien serait dégoûté par moi pour avoir jeté son frère à la rue. Je lui ai rappelé que Bastien vivait dans sa dépendance et y avait sa propre chambre. Elle m'a raccroché au nez.
Pendant ce temps, mes propres proches perdaient foi en moi. Ma mère est venue de Saint-Étienne ce week-end-là, s'est assise à ma table de cuisine, la même table où Claire avait exposé son plan de prise de contrôle hostile et a dit « Ma chérie, tu dois te battre ». Ma meilleure amie m'appelait tous les soirs en disant la même chose. Prends un avocat, un vrai requin, ne laisse pas cette femme t'écraser. J'ai donc engagé Maître Schmitt. Elle m'avait été recommandée par un collègue de Julien, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux striés d'argent et dotée d'une énergie calme et précise qui vous faisait sentir que tout pourrait s'arranger. Maître Schmitt traitait des litiges successoraux depuis 20 ans. Elle a examiné les documents de Claire en environ 40 minutes et m'a dit que c'était gagnable. Le prêt n'avait pas d'accord de partenariat, pas de termes formels, rien par écrit qui donnait à Claire des parts dans le cabinet. Le testament était propre et correctement exécuté. Maître Schmitt a dit que nous allions nous battre et gagner, et que Claire rentrerait chez elle avec rien d'autre qu'une leçon sur le droit des contrats. J'ai dit à Maître Schmitt que j'avais besoin de quelques jours pour réfléchir. Ce soir-là, après que Léa se soit endormie, j'ai conduit jusqu'au bureau de Julien. Il était presque 21h. Le bâtiment était sombre, à l'exception des panneaux de sortie brillants en vert dans la cage d'escalier. J'ai déverrouillé le bureau privé de Julien avec le double des clés que j'avais toujours gardé sur mon porte-clés et je me suis assise à son bureau. Il sentait encore son odeur. Le café et cet après-shampoing au bois de santal qu'il utilisait depuis l'université. J'ai ouvert le tiroir du bas, le plus profond, celui où il gardait les dossiers qu'il ne voulait pas que d'autres touchent. Derrière une pile de vieux dossiers, j'ai trouvé une enveloppe Kraft scellée. Mon nom était écrit sur le devant de la main de Julien. Pas Camille Lefebvre, juste Camille avec un petit cœur dessiné à côté comme si nous nous passions encore des mots au lycée. Je l'ai ouverte. J'ai lu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je suis restée assise dans ce bureau sombre pendant presque une heure sans bouger, sans respirer fort, sans pleurer. Pour la première fois depuis le 6 mars, mon esprit était complètement clair. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Schmitt. Ma voix était différente. Je pouvais l'entendre moi-même. Stable, calme, comme si quelque chose s'était mis en place derrière mes yeux. J'ai dit, Maître, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas me battre. Je veux donner à Claire tout ce qu'elle demande. Tout. Maître Schmitt n'a pas dit un mot pendant environ 10 secondes. Et pour une femme qui facture à l'heure, 10 secondes de silence sont pratiquement un événement médical. Je dois vous dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Parce que c'est là que l'histoire change de direction. Et si vous ne comprenez pas ce que Julien a fait dans les derniers mois de sa vie, rien de ce qui suit n'aura de sens. 8 mois avant sa mort, on a diagnostiqué à Julien une maladie cardiaque grave. Il avait eu des épisodes d'essoufflement lors de choses routinières comme monter des escaliers, une oppression thoracique qui allait et venait, une fatigue étrange que le sommeil ne réparait pas. Il est finalement allé voir un cardiologue à Lyon, un spécialiste dans l'un des grands hôpitaux. Le diagnostic était mauvais. Pas immédiatement fatal, mais le genre de mauvaise nouvelle où votre médecin utilise des expressions comme progressif et gestion à long terme tout en vous regardant comme s'il était désolé d'avoir fait des études de médecine. Julien m'a écrit qu'il n'en avait parlé ni à sa mère, ni à son frère, ni à personne d'autre. Vous devez comprendre quelque chose à propos de Julien. C'était un avocat. Il avait passé toute sa carrière à voir comment les vies des gens s'effondraient parce que quelqu'un n'avait pas planifié. Quelqu'un avait pris des raccourcis. Quelqu'un avait supposé que tout irait bien. Il n'allait pas laisser cela arriver à sa famille. Alors, pendant ces 8 mois, alors qu'il allait encore au bureau tous les jours, portait encore ses beaux costumes, parlait encore à sa mère de ses gros dossiers lors du déjeuner dominical, il disposait tranquillement et méthodiquement les pièces du puzzle. L'enveloppe contenait 3 choses. Premièrement, une lettre manuscrite datée de 5 semaines avant sa mort. Ce n'était pas un document financier. C'était une lettre de mon mari pour moi. Il écrivait sur Léa, comment elle avait commencé à appeler les papillons des fleurs volantes et qu'il n'avait jamais voulu la corriger. Il écrivait sur notre cuisine, comment la lumière du matin entrait par la fenêtre, au-dessus de l'évier, et frappait le comptoir exactement à l'angle qui rendait tout doré. Il écrivait sur le jour où nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans et que je travaillais à l'accueil du cabinet où il était jeune associé.
Et il m'avait invité à déjeuner 4 fois avant que je ne dise oui parce que j'avais pour principe strict de ne pas sortir avec des avocats, ce qui, avec le recul, n'a manifestement pas très bien tenu. La dernière ligne de la lettre disait « Ne la laisse pas prendre ce qui compte, elle peut avoir le reste ». Pas des instructions, pas un stratagème, juste de la confiance. Julien savait que j'étais assez intelligente pour comprendre ce que ces mots signifiaient une fois que je verrais les deuxième et troisième éléments de l'enveloppe. Deuxièmement, des confirmations de bénéficiaires. Julien avait une assurance vie de 875 000 €. Il l'avait souscrite il y a des années, à 30 ans, quand il avait lancé le cabinet. La banque l'avait exigé comme garantie pour son prêt de création d'entreprise. À l'époque, il était jeune et en bonne santé, avait passé les examens médicaux sans problème. Le contrat était en place depuis 6 ans. Tout ce que Julien a fait dans ces derniers mois a été de mettre à jour le bénéficiaire. Il l'a changé pour moi, Camille Lefebvre, bénéficiaire unique. Et voici la clé. En France, mettre à jour un bénéficiaire sur une assurance vie existante ne nécessite pas de nouvel examen médical. C'est un formulaire, une signature. Terminé. Ces 875 000 € me seraient versés directement à sa mort. Il n'entrerait jamais dans la succession, ne passerait jamais devant le notaire. Claire ne pouvait pas y toucher. Même si elle le savait, ce qui n'était pas le cas, elle n'aurait aucun droit légal. Il avait fait la même chose avec ses comptes de retraite, un plan d'épargne retraite avec environ 152 000 € et un autre compte avec environ 58 000 €. Il avait mis à jour les 2 désignations de bénéficiaires en ma faveur. Même principe. Le bénéficiaire désigné reçoit ces sommes directement hors succession. C'est encore 210 000 € que Claire ne pouvait pas atteindre. Je veux être claire sur quelque chose. Ce n'est pas une faille secrète. C'est ainsi que fonctionne l'assurance vie et les produits d'épargne retraite. Des millions de familles comptent sur ce mécanisme exact. Les conseillers financiers vous disent littéralement de vérifier vos clauses bénéficiaires chaque année. Ce n'est pas une ruse. C'est de la paperasse d'un mardi après-midi que la plupart des gens remettent à plus tard et oublient. Julien n'a pas oublié. Troisièmement, le véritable tableau financier de Lefebvre et Associés. Julien avait préparé un résumé détaillé écrit de son écriture précise d'avocat, exposant chaque dette, chaque passif, chaque bombe à retardement à l'intérieur de son cabinet aux apparences magnifiques. Et c'est là que je suis passée de veuve endeuillée à toute autre chose. Le cabinet facturait 620 000 € par an. Cette partie était vraie. C'était le chiffre que Julien mentionnait lors des dîners de famille. Le chiffre que Claire avait mémorisé comme une écriture sainte. Mais voici à quoi ressemblait réellement 620 000 € de chiffre d'affaires une fois le rideau levé. 15 000 € de dettes fournisseurs et de frais généraux accumulés. Un règlement pour faute professionnelle en cours de 180 000 € déjà accepté par Julien avant sa mort, en attente de paiement. 47 000 € de charges sociales et d'impôts impayés. L'administration fiscale n'oublie pas les charges, au fait. Il considère cela comme des dettes prioritaires, ce qui signifie que le responsable est personnellement responsable. Et puis le bail commercial du bureau, 34 mois restant à 4 200 € par mois. Cela représente 142 800 € de loyer pour un espace dont on ne peut pas se libérer facilement. La maison valait environ 385 000 €, mais Julien avait contracté un prêt hypothécaire complémentaire de 220 000 € il y a 18 mois pour maintenir le cabinet à flot. Ajoutez cela au solde de l'hypothèque initiale de 160 000 €, et la dette totale sur la maison était de 360 000 € après les frais de clôture, les frais d'agence et les taxes. Vendre cette maison ne rapporterait absolument rien, peut-être même moins que rien. Et le précieux prêt de 185 000 € de Claire. Elle était une créancière non sécurisée. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle est la dernière sur la liste. Après le fisc, après le plaignant pour faute professionnelle, après chaque fournisseur, chaque propriétaire, chaque créancier avec un contrat signé. Le temps que tout le monde soit payé, s'il l'était, il ne resterait plus rien. Le prêt de Claire s'était envolé le jour de la mort de Julien. Elle ne le savait simplement pas encore. Je me suis assise dans cet appartement en faisant les comptes sur le dos d'un ticket de caisse.
De mon côté, 1 085 000 €. De l'argent propre, avantageux fiscalement, hors succession, déjà à moi. Du côté de Claire, environ moins 520 000 € une fois que l'on ajoutait chaque passif et soustrayait chaque actif réel. Le lendemain, Gisèle Bernard m'a appelé, la comptable de Julien. Claire l'avait licenciée la semaine précédente. Pas d'indemnité, pas de préavis. Elle était simplement entrée dans le bureau et avait dit à Gisèle que ses services n'étaient plus nécessaires. Après 6 ans passés à tenir les comptes de ce cabinet organisé au centime près, Gisèle était blessée et en colère, et elle a confirmé chaque chiffre du résumé de Julien. Elle m'a aussi dit quelque chose qui m'a fait fermer les yeux et simplement respirer. Quand Claire est venue au bureau, elle a demandé à voir les rapports de revenus. Gisèle les a imprimés. Claire les a étudiés attentivement, a hoché la tête et est partie. Elle n'a jamais posé de questions sur les dépenses. Elle n'a jamais ouvert le dossier des passifs. Elle a regardé une colonne sur un tableur et a décidé qu'elle héritait d'une mine d'or. J'ai appelé Maître Schmitt le lendemain matin. J'ai dit, ne vous battez pas, offrez tout à Claire. La maison, le cabinet, chaque compte lié à la succession. Tout ce que je veux, c'est la garde exclusive et totale de Léa. Pas de droit de visite pour Claire. Maître Schmitt m'a dit de venir à son bureau. J'ai apporté l'enveloppe de Julien. J'ai tout étalé sur son bureau. Les formulaires de bénéficiaires, le résumé financier, les calculs. Maître Schmitt a tout lu. Elle a vérifié les chiffres 2 fois. Elle a regardé la confirmation de l'assurance, les désignations des comptes de retraite, la décomposition de la dette du cabinet, puis Maître Schmitt, une femme qui avait passé 20 ans dans le droit des successions sans ciller, s'est penchée en arrière sur sa chaise et a commencé à rire. Pas un rire poli, un vrai rire, le genre où les yeux pleurent et où l'on doit enlever ses lunettes pour les essuyer. Elle m'a regardé et a dit 2 mots. Julien était brillant. Puis elle a pris son stylo et a commencé à rédiger l'offre de règlement. Maître Schmitt a contacté Axel Mercier la semaine suivante avec une offre qui, sur le papier, ressemblait à une reddition complète. Camille Lefebvre renonçait à toutes les réclamations sur les actifs de la succession, le cabinet, la maison, chaque compte bancaire lié au nom de Julien. En échange, Camille voulait 2 choses. La garde exclusive totale de Léa sans aucun droit de visite pour Claire. Et Claire abandonne définitivement la contestation du testament. C'est tout. Prenez l'Empire. Laissez l'enfant. Axel, à son crédit, était méfiant. Quand quelqu'un vous donne tout ce que vous avez demandé sans se battre, tout avocat décent commence à chercher le piège. Il a rappelé Maître Schmitt et a dit qu'il voulait plus de temps. Plus précisément, il voulait un audit complet des finances du cabinet. Il a dit à Claire de lui donner 2 semaines pour examiner les livres correctement. 2 semaines. C'est tout ce qu'il demandait. Claire a dit non. Et voici la chose, son raisonnement n'était pas stupide. C'était en fait logique de son point de vue. Elle avait observé Camille pendant 7 ans. Elle avait vu une femme calme et polie qui ne se disputait jamais, ne s'imposait jamais, ne haussait jamais la voix lors d'un seul dîner de fête. Peu importe combien de fois Claire l'appelait la première femme de Julien ou lui demandait quand elle allait faire quelque chose de sa carrière, dans l'esprit de Claire, Camille faisait enfin ce que Camille faisait toujours, céder. Et si vous avez une main gagnante et que votre adversaire essaie de quitter la table, vous ne dites pas « Attendez, laissez-moi revérifier mes cartes ». Vous prenez le pot, a-t-elle dit à Axel. J'ai vu les revenus, 620 000 € par an. Mon fils a bâti cela avec mon argent. Obtenez-moi ces papiers avant qu'elle ne change d'avis. Axel a insisté lourdement. Il a rédigé une lettre de conseil formelle, 2 pages à interlignes simples, indiquant que l'examen de la situation financière du cabinet était incomplet et recommandant que Claire attende un audit complet avant d'accepter tout transfert d'actifs et de passifs. C'est une pratique juridique standard. Les avocats font cela pour se protéger, et Axel se protégeait magnifiquement. Claire a lu la lettre, a signé la décharge au bas de la page reconnaissant qu'elle procédait contre l'avis de son conseil et a dit à Axel de fixer la signature. Il y avait encore une chose. Axel a demandé directement à Maître Schmitt s'il y avait des actifs hors succession dont il devrait avoir connaissance,
des polices d'assurance vie, des comptes de retraite avec des bénéficiaires désignés. Maître Schmitt a répondu exactement comme elle le devait. Les actifs hors succession ne relèvent pas du champ d'application de ce règlement successoral et ma cliente n'a aucune obligation légale de les divulguer. Claire a entendu cela par l'intermédiaire d'Axel et l'a rejeté immédiatement. Julien ne lui avait jamais mentionné d'assurance vie. Elle supposait qu'il n'en avait pas. Pourquoi en aurait-il eu? Il avait 36 ans. Il était en bonne santé, pour autant qu'elle le sache. Les jeunes hommes ne pensent pas à l'assurance vie. Sauf que Julien l'avait fait parce qu'une banque l'avait exigé 6 ans auparavant. Et Julien était le genre d'homme qui continuait à payer les primes à temps, même quand tout le reste s'effondrait. Pendant que Claire était occupée à signer des décharges et à ignorer les conseils de son propre avocat, je construisais tranquillement ma nouvelle vie. La compagnie d'assurance a traité ma demande en un peu moins de 3 semaines. 875 000 € déposés directement sur mon compte personnel dans une banque à Vienne, au sud de Lyon. J'avais ouvert ce compte spécifiquement dans ce but. Aucun lien avec les comptes de Julien, aucun lien avec la succession. J'ai également lancé le transfert des comptes de retraite de Julien. 152 000 € et 58 000 € vers des comptes à mon seul nom. J'ai commencé à sortir des affaires de la maison, rien de dramatique, quelques cartons à la fois. Les vêtements et les jouets de Léa d'abord, puis mes livres, mes documents, les albums photos. J'ai trouvé un appartement de 3 pièces à Vienne, à environ 20 minutes au sud de Lyon. Propre, sûr, bon secteur scolaire. Le premier et le dernier mois de loyer s'élevaient à 1 800 €. J'ai payé avec mon compte courant sans ciller. Pendant ce temps, Bastien vivait sa meilleure vie. Claire l'avait envoyé au cabinet pour gérer les opérations pendant que le processus juridique suivait son cours, ce qui signifiait surtout qu'il s'asseyait dans le fauteuil de Julien, tournait quelquefois sur lui-même et essayait de comprendre le système téléphonique. Il a appelé un coursier pour une livraison. Il a demandé à l'un des clercs ce qu'était une convention d'honoraires. À son 3e jour, Claire l'a fait aller à la banque pour signer sur le compte d'exploitation du cabinet en tant que co-signataire afin qu'il puisse gérer les dépenses quotidiennes. Bastien a signé chaque document que la banque lui a présenté sans lire un seul mot. Il ne réalisait pas qu'il se rendait solidairement responsable des obligations liées à ce compte. Bastien ne lisait jamais rien qui n'avait pas un écran et une manette attachée. Ma mère est venue de Saint-Étienne une dernière fois. Elle s'est assise en face de moi à ma nouvelle table de cuisine, une petite table Ikea que j'avais assemblée moi-même, ce qui honnêtement me semblait être un plus grand accomplissement que tout mon mariage, et a dit, « Camille, tu abandonnes la maison de Julien, le travail de sa vie. Est-ce que tu fais une sorte de dépression ?» Je voulais tout lui dire. Je voulais ouvrir mon ordinateur et lui montrer le solde bancaire et voir ses yeux s'écarquiller, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Pas avant que les papiers ne soient signés et qu'il n'y ait aucune chance que quoi que ce soit ne fuite vers Claire par la chaîne de potins qui relie chaque maire de la région. Alors j'ai juste dit, « Maman, fais-moi confiance, tout ira bien. » Elle ne m'a pas cru. Je pouvais le voir sur son visage, mais elle m'a serré dans ses bras quand même, et cela a suffi. La signature était prévue pour un mardi à la fin juin. La veille au soir, j'ai préparé la tenue de Léa pour la crèche, j'ai rangé mon sac avec le bail signé de l'appartement et un dossier de relevé bancaire montrant 1 085 000 € d'actifs propres, et j'ai réglé mon réveil pour 6h30. Je me suis glissée dans le lit, j'ai remonté les couvertures et je me suis endormie en moins de 5 minutes. C'était la première fois que cela m'arrivait depuis le 6 mars. Le bureau d'Axel Mercier se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques de la rue de la Barre dans le centre de Lyon. Une salle de conférence avec des murs beiges, de la moquette industrielle et une machine à café qui produisait quelque chose de techniquement marron et techniquement chaud, mais seulement théoriquement du café. Je suis arrivée à 9h15 avec Maître Schmitt. Nous avons pris les 2 chaises sur le côté gauche de la table et avons attendu. Claire est entrée à 9h20 avec Bastien et Axel. Elle était habillée comme si elle allait recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière. Maquillage complet, boucles d'oreilles en or, un chemisier en soie crème qui coûtait probablement plus cher que mon premier mois de loyer. Bastien portait un blazer bleu marine neuf.
J'ai remarqué que l'étiquette de prix était encore coincée à l'intérieur du col, pendant contre sa nuque comme un petit drapeau blanc. Personne ne lui a dit. Je n'allais certainement pas le faire. Les documents étaient clairs. Camille Lefebvre transfère par la présente toutes les réclamations sur les actifs de la succession de Julien Lefebvre, y compris mais sans illimiter le cabinet d'avocats connu sous le nom de Lefebvre et Associés. La propriété résidentielle et tous les comptes financiers associés à Claire Lefebvre qui accepte lesdits actifs ainsi que tous les passifs associés. En échange, Claire renonce à toutes les réclamations concernant la garde de Léa Lefebvre et je reçois la garde exclusive totale sans aucun droit de visite pour Claire ou Bastien. Maître Schmitt a fait une déclaration calme avant que je ne signe. Pour mémoire, ma cliente signe volontairement et souhaite confirmer que la partie adverse a examiné et accepté la succession comprenant tous les passifs divulgués. Axel a confirmé. Claire n'a même pas levé les yeux. Elle cherchait déjà son stylo. J'ai signé. Claire a signé. Bastien restait assis là, souriant comme s'il venait d'être promu PDG de quelque chose. Tout cela a pris 8 minutes. Les 8 minutes les plus rapides de ma vie. Et j'ai un jour couru un 800 mètres au lycée pour éviter d'avoir une mauvaise note en sport. Alors que je me levais pour partir, Claire n'a pas pu résister. Elle m'a regardé à travers la table et a dit qu'elle espérait que j'apprendrais enfin à tenir sur mes 2 jambes sans un Lefebvre sur qui m'appuyer. Bastien a hoché la tête, probablement sans comprendre exactement ce qu'elle avait dit, mais d'accord sur le principe parce que c'est ce que fait Bastien. J'ai pris mon sac, je suis sortie, j'ai récupéré Léa à la crèche à 15h15 et j'ai conduit jusqu'à notre appartement. Je lui ai fait des coquillettes au jambon parce que Léa croyait fermement que les pâtes en forme de coquillage avaient meilleur goût que les pâtes ordinaires. Et honnêtement, elle avait peut-être raison. Nous avons regardé des dessins animés jusqu'à 18h30. Elle s'est endormie sur le canapé avec un peu de sauce sur le menton. Je l'ai portée au lit. Puis je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre le placard, et j'ai juste respiré. C'était la soirée la plus paisible que j'ai eue depuis la mort de Julien. 3 semaines plus tard, Claire Lefebvre est entrée dans le cabinet en tant que propriétaire légale et a commencé à diriger son nouvel empire. Je n'étais pas là pour le voir, mais dans une ville comme Lyon, on n'a pas besoin d'y être. Les gens parlent. Gisèle avait encore des amis au bureau et j'ai appris certaines choses de Claire elle-même lors de ce dernier appel téléphonique. Alors voici ce qui s'est passé. Premier jour, elle a ouvert une pile de courriers qui s'accumulaient sur le bureau de Julien. Des enveloppes devant lesquelles elle était passée une douzaine de fois sans prendre la peine de les ouvrir. La 3e enveloppe provenait de l'URSSAF. Avis de charges sociales impayées, 47 000 €, avec des pénalités s'accumulant mensuellement. 3e jour, un appel téléphonique d'un avocat représentant le plaignant dans une affaire de faute professionnelle contre Julien. Le règlement avait été convenu avant la mort de Julien, 180 000 €. Le paiement était en retard. L'avocat était très poli et très ferme. 5e jour, le propriétaire de l'immeuble a appelé pour le bail commercial. 34 mois restants. Claire devait signer une caution personnelle pour assumer le bail en son nom ou quitter les lieux sous 60 jours. Claire a signé la caution. Elle n'a pas hésité parce que dans son esprit, le cabinet rapportait 620 000 € par an et 4 200 € par mois de loyer n'était rien. Elle venait de s'engager personnellement pour 142 800 € de paiement futur. 8e jour, Claire a enfin essayé d'ouvrir les fichiers de comptabilité de Julien. Sans Gisèle Bernard, c'était le chaos. 6 ans d'écriture catégorisée qui avait un sens parfait pour Gisèle et absolument aucun pour quelqu'un d'autre. Claire a embauché une comptable intérimaire. La femme s'est assise, a passé 4 heures à cliquer sur les dossiers, puis s'est tournée vers Claire avec l'expression de quelqu'un qui vient d'ouvrir une porte en s'attendant à un placard et a trouvé un escalier descendant droit vers les profondeurs. Elle a dit: « Madame, êtes-vous consciente qu'il y a plus de 115 000 € de factures fournisseurs impayées ici, dont certaines datent de 14 mois. » 10e jour. Gisèle Bernard a déposé une plainte formelle au prud'homme pour licenciement abusif sans préavis ni indemnité. 6 ans de service. Demande estimée à 20 000 €. Claire a appelé Axel Mercier ce soir-là.
Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, mais je peux imaginer le ton de sa voix. Cette fréquence de bouilloire que j'avais appris à si bien connaître. Axel a sorti ses dossiers. Il lui a relu sa propre lettre de conseil. Il lui a rappelé la décharge qu'elle avait signée. Il a dit qu'il avait recommandé un audit complet et qu'elle avait refusé et qu'il avait la documentation. Puis Claire m'a appelé. J'ai vu son nom sur mon écran de téléphone brillant dans le noir de ma chambre. Je l'ai regardé sonner 4 fois. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur ma table de chevet et je me suis rendormie. Claire a engagé une nouvelle avocate, Maître Petit, d'un cabinet parisien. Quelqu'un sans aucun lien avec l'affaire. Un regard neuf, une réputation acérée. Claire lui a raconté toute l'histoire. Elle a dit qu'elle avait été trompée, manipulée, piégée pour accepter une succession sans valeur par sa belle-fille intrigante. Maître Petit a tout examiné. L'accord de règlement, la décharge signée, la lettre de conseil d'Axel, les documents de la succession que Maître Schmitt avait préparés et divulgués avant la signature. Chaque passif avait été listé. Chaque dette était dans la paperasse. Rien n'était caché. Rien n'était fabriqué. Camille n'avait menti sur aucune chose. Elle n'avait simplement pas proposé d'informations sur des actifs qui étaient légalement les siens et légalement hors succession. Maître Petit a tout examiné et d'après ce que j'ai entendu plus tard a dit la vérité à Claire en des termes qui ne laissaient aucune place à l'espoir. Elle était représentée par un conseil compétent. On lui a conseillé d'attendre un audit complet. Elle a refusé. Elle a signé une décharge. Le règlement était volontaire, mutuel et documenté. Pas de fraude, pas de dossier. Apparemment, les mots exacts étaient ce que vous avez n'est pas une réclamation légale, ce que vous avez est une leçon très coûteuse. Claire a essayé de vendre la maison. Son agent immobilier a fait les calculs et a annoncé la nouvelle à sa propre table de cuisine. Après avoir remboursé l'hypothèque, le prêt complémentaire, les frais de clôture et la commission de l'agent, Claire devrait environ 11 000 € lors de la vente. La maison n'était pas un actif. C'était une dette de sortie. L'administration fiscale ne se souciait pas des sentiments de Claire. Les pénalités sur les charges sociales continuaient de s'accumuler. Claire a commencé à puiser dans ses économies personnelles. De l'argent qu'elle avait passé 30 ans à accumuler grâce à ses pressings. Elle a vendu le premier pressing d'Écully, puis celui de Villeurbanne. 2 magasins partis en 2 mois, et elle n'était toujours pas près de couvrir le total des passifs du cabinet. Bastien, qui avait joué au directeur associé pendant exactement 19 jours avant que les murs ne s'effondrent, s'est soudainement souvenu qu'il avait autre chose à faire. Il a essayé de se retirer en tant que co-signataire du compte d'exploitation du cabinet. La banque l'a informé que sa signature créait une responsabilité solidaire pour certaines obligations traitées par ce compte, y compris un plan de paiement fournisseur que Claire avait mis en place en utilisant le compte après le transfert. Bastien a engagé son propre avocat. Un homme de 29 ans dont la mère payait les factures de téléphone portable depuis 6 ans a engagé un avocat pour poursuivre cette même mère, prétendant qu'elle l'avait contraint à signer des documents bancaires qu'il ne comprenait pas. Son affaire n'est allée nulle part. Il avait signé volontairement en tant qu'adulte sans aucune documentation de contrainte, mais le procès lui-même, Bastien Lefebvre contre Claire Lefebvre, était réel, déposé au tribunal de Lyon. Numéro de dossier et tout. La mère et le fils, l'équipe inséparable qui s'était tenue dans ma cuisine à mesurer les pièces et à faire des plans, payaient maintenant des avocats séparés pour argumenter l'un contre l'autre. Je n'aurais honnêtement pas pu écrire une meilleure fin si j'avais essayé. Et croyez-moi, pendant ces longues nuits dans mon appartement pendant que Léa dormait, j'en avais imaginé pas mal. La dernière fois que Claire m'a appelé, j'ai répondu. Elle pleurait. Pas le deuil de façade que j'avais vu à l'enterrement de Julien. De vraies larmes, le genre de pleurs désordonnées que l'on peut entendre à travers un téléphone. Elle a dit qu'elle perdait tout. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. J'ai écouté. Je n'ai pas interrompu. Et quand elle a fini, j'ai dit, Claire, tu te tenais dans ma cuisine et tu m'as dit que tu voulais tout sauf ma fille. Tu t'en souviens. Tu as dit que tu n'avais pas signé pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu voulais la maison, le cabinet, chaque euro.
Et je t'ai donné exactement ce que tu as demandé, chaque morceau. Puis j'ai raccroché et je suis retournée aider Léa à coller des macaronis sur un morceau de papier canson parce qu'elle avait décidé qu'elle faisait le portrait d'un cheval et qu'elle avait besoin de plus de nouilles pour la crinière. Ce soir-là, après que Léa soit au lit, je me suis assise à ma petite table Ikea, celle que j'avais assemblée moi-même avec un tutoriel YouTube et un couteau à beurre parce que je ne trouvais pas la clé Allen, et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai rempli le dossier d'inscription pour une formation de clerc de notaire. Les frais de scolarité étaient de 4 200 € par semestre. Mon compte bancaire affichait 1 085 000 €. Je pouvais me le permettre. Sur ma table de chevet, encadrée dans un simple cadre noir que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs pour 6 €, se trouvait la lettre de Julien. Je lisais la dernière ligne chaque soir avant d'éteindre la lumière. Ne la laisse pas prendre ce qui compte, elle peut avoir le reste. Cette histoire est un rappel poignant que la cupidité aveugle finit souvent par se retourner contre ceux qui la pratiquent. Camille a fait preuve d'une patience et d'une intelligence émotionnelle remarquables. Au lieu de s'engager dans une bataille juridique épuisante et coûteuse qui aurait pu durer des années, elle a choisi d'utiliser la propre soif de pouvoir de sa belle-mère contre elle. C'est une forme de justice poétique où le silence est devenu l'arme la plus puissante. Julien, de son côté, a montré ce que signifie réellement protéger sa famille. Il savait que sa mère ne changerait jamais, alors il a construit un rempart financier indestructible autour de sa femme et de sa fille tout en laissant les dettes à ceux qui ne s'intéressaient qu'aux apparences de richesse. C'est une leçon sur l'importance de bien préparer sa succession, non seulement pour transmettre des biens, mais pour protéger ceux qu'on aime des prédateurs, même quand ils font partie de la famille. Que pensez-vous de la décision de Camille de ne pas prévenir sa belle-mère des dettes du cabinet? Est-ce une vengeance justifiée ou aurait-elle dû être plus honnête malgré le comportement de Claire au début de l'histoire? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.